D'abord, pardon, on n'est pas en train d'annoncer aux Français qu'il y aura des coupures. Il pourrait y avoir des situations de tension sur la ligne électrique et que comme il était exclu qu'on prenne le risque d'un blackout, dans ce cas-là, on prépare au niveau gouvernemental, avec les agences d'État, avec les opérateurs, avec les préfets, les entreprises, les Français, tous les scénarios pour faire face à toutes les situations. L'objectif demandé au préfet est de réduire la consommation d'électricité à 38% de la normale, tout en maintenant les services essentiels comme les hôpitaux ou les services de secours qui resteront joignables via le numéro européen d'urgence 112. La dizaine de milliers de sites mobiles ne sera pas priorisée. Si les délestages se multiplient, on ne sait pas en fait comment comportera le réseau. Ce n'est plus un cas d'école à étudier, c'est une éventualité qui commence à ressembler à une certitude. La France pourrait bien connaître des coupures d'électricité, des délestages cet hiver. Les modalités pratiques de ces délestages éventuels et les différents scénarios sont d'ores et déjà décrits par le menu dans un grand nombre de médias. Aux médias, nous avons voulu poser une question et nous la poser en même temps. Comment en sommes-nous arrivés là ? Comment un pays riche, considéré comme la 6e puissance au monde, en vient-il à imaginer des scénarios catastrophes, voire des blackouts électriques ? Sommes-nous en face d'un phénomène conjoncturel lié à la guerre en Ukraine ou d'une lente dégradation de notre système électrique ? Que faire désormais et comment reprendre le dessus ? Aurons-nous du chauffage et des ampoules qui fonctionnent cet hiver? Pour en parler, j'ai convié notre amie Anne de Bréjas, ingénieure de recherche à EDF, spécialiste de l'économie des systèmes électriques et porte-parole de Sud Énergie. Bonjour Anne. Bonjour. Alors la première question qui m'est venue à l'esprit quand j'ai entendu parler du risque de coupure d'électricité cet hiver, c'est est-ce qu'il s'agit d'un phénomène conjoncturel ou structurel? En gros, est-ce que c'est de la faute uniquement à la guerre en Ukraine? Alors je dirais plutôt conjoncturel, même si on va à terme vers une situation plus tendue, mais pas tellement à cause de la guerre en Ukraine, c'est plutôt lié à l'état du parc nucléaire français. Il y a beaucoup de centrales nucléaires qui sont à l'arrêt pour divers problèmes, et en grande partie pour un problème de défaut générique qu'on a trouvé, qui est lié à un problème de conception des centrales et dont on s'est aperçu l'année dernière, c'est le problème de corrosion sous contrainte, auxquels se sont rajoutés d'autres problèmes, un parc vieillissant qui était déjà en décroissance, des grèves aussi qui sont arrivées récemment, même si c'est un petit problème, des restes encore de la désorganisation de la maintenance liée au Covid, plus l'hydroélectricité qui était assez faible pendant un certain temps parce qu'il n'y a pas beaucoup d'eau. Et effectivement, s'ajoute à ça des risques éventuellement d'approvisionnement en gaz, mais honnêtement, ce n'est pas ça qui prime. Le vrai problème qu'on a aujourd'hui, pas pour les prix, mais pour la question des risques de coupure, c'est plutôt l'état du parc nucléaire. Alors c'est la faute à pas de chance ou alors il y a un problème d'investissement, une crise d'investissement et si elle existe, depuis quand elle a commencé? Alors j'ai l'impression que les coupures qui vont arriver là, les risques de coupure, la situation de tension qu'on a cet hiver, c'est pas tellement le problème de désinvestissement, même si ce problème-là va poser des difficultés plus tard, puisque les centrales qui sont majoritairement touchées par ce défaut générique sont plutôt des centrales récentes. Et encore une fois, c'est un défaut de conception qu'on n'avait pas vu jusqu'à maintenant et qui apparaît. Ça montre un peu la fragilité, les risques qu'il y a à avoir 80% ou 70% de notre production normalement qui est liée au parc nucléaire. Ça montre aussi qu'on n'arrive jamais à prévoir tout ce qui peut arriver. Mais voilà, c'est ça. Alors c'est vrai que s'ajoute à ça, encore une fois, le fait qu'on est quand même sur un parc vieillissant, qu'on a pris du retard pour le lancement de Flamanville, de la centrale nucléaire de Flamanville, qu'on a pris du retard pour le développement des énergies renouvelables. Donc tout ça s'ajoute. Et puis surtout, moi je pense aussi qu'on a pris du retard sur les mesures de sobriété, sur les mesures de baisse de consommation, où on aurait pu faire beaucoup mieux, notamment sur les questions d'isolation des logements, et qui auraient donné un peu de mou au parc. Mais bon, on a très longtemps vécu dans un parc de production qu'on disait surcapacitaire, c'est-à-dire c'était assez riche quoi, finalement, et donc on exportait pas mal, enfin, on était exportateur net vers les pays voisins. Moi je ne suis pas sûre qu'on puisse considérer que c'est normal d'avoir un parc surcapacitaire, et peut-être qu'il faut s'habituer au fait qu'il va falloir à nouveau aller vers la sobriété et puis avoir une société qui soit un peu résiliente à ce genre de problème. Ça pourrait être mieux organisé, et ma foi, on va en discuter après, mais on parle de 2 heures de coupure tournante.
peut-être qu'il faut voir pourquoi c'est si problématique. À mon avis, il y a d'autres questions qui se posent bien plus importantes, de plus long terme. Et notamment, il y a beaucoup de gens qui déjà, et depuis longtemps, ne se chauffent pas pour des questions financières. Hein, ça touchait déjà l'année dernière de l'ordre de 20% des gens, et probablement c'est beaucoup plus maintenant. Sur l'industrie, par exemple, RTE, donc le réseau de transport d'électricité, annonce qu'il y a une baisse de 17% de la consommation des industriels qu'on ne sait pas expliquer, mais probablement lié au fait qu'ils ont baissé leur production parce que les prix étaient trop chers. Donc ça, c'est un vrai problème. Et là, pour le coup, c'est lié à l'organisation du système électrique. Ça a été enclenché par les problèmes de hausse du prix du gaz, donc de la guerre en Ukraine, enfin même ça venait d'avant, mais c'est surtout lié à la désorganisation qu'on a mis dans le système électrique. Si je peux rajouter un petit point, ça a au moins le mérite de montrer, de rappeler que le système électrique, c'est un système extrêmement compliqué, complexe, extrêmement fragile, et que donc il s'agit de le traiter bien, de le planifier, de l'organiser, et pas de faire ce qu'on est en train de faire depuis des années, c'est-à-dire laisser, sous prétexte d'avoir de la concurrence, rajouter des surcouches financières qui rendent les choses encore plus compliquées et bien plus fragiles. Alors, les retards dont on parle, il y a des retards donc, dans l'établissement d'un mix énergétique qui est plus équilibré, donc dans le renouvelable et même dans la stratégie nucléaire du gouvernement. Pourquoi ces retards ? Je pense qu'il y a eu un peu une hésitation pendant longtemps sur est-ce qu'on sort du nucléaire ou est-ce qu'on n'en sort pas. Bon, c'est toujours pas vraiment réglé. Moi, je suis un peu atterrée de voir ce qui s'est passé l'année dernière. C'est-à-dire qu'il y a eu un vrai travail important qui avait déjà été initié par des associations comme Négawatt ou d'autres, puis repris par l'ADEME et poussé par RTE pour montrer quels étaient les possibles, ça s'appelle les futurs énergétiques 2050, quels sont les scénarios possibles. Et donc, il y avait des scénarios avec nucléaire et sans nucléaire. Donc, ça va jusqu'à 2050. Et la bonne façon de faire, pour moi, ça aurait été d'avoir un débat démocratique là-dessus et d'aller jusqu'au référendum, de savoir qu'est-ce qu'on voulait comme trajectoire et ensuite d'enclencher les investissements. C'est pas ça qui est fait. Donc, Macron a annoncé... D'arrêter les tergiversations. D'arrêter les tergiversations et surtout d'en faire un choix démocratique, pas le fait du prince, comme il semble que ça soit à nouveau. C'est-à-dire Macron, au lendemain de la présentation par RTE de ces scénarios, a dit on relance le programme nucléaire. Puis finalement, maintenant, il dit il va y avoir un débat. Enfin, c'est absolument incompréhensible. Et puis, l'autre problème qui se passe sur le renouvelable... Alors, donc, il y a ce problème de choix clair et il y a le problème de la planification des investissements. Sur le renouvelable, par exemple, on n'a pas de filière en État. Public ou privé, c'est-à-dire qu'on importe à peu près tout pour les panneaux photovoltaïques, donc on dépend énormément de l'Asie. Sur l'éolien, on n'est pas du tout non plus en ordre de bataille. Et il faut absolument que le gouvernement reprenne la main là-dessus, développe une filière publique, pas pour tout faire, mais au moins pour organiser les choses, la formation, pour protéger un peu une filière française ou peut-être européenne, mais pas la laisser à tout vent à la concurrence asiatique qui finalement fait qu'on a la main sur rien. Et donc, c'est ça qu'il faut faire. Et puis, planifier, ça veut dire aussi permettre de l'investissement sur le long terme. Et ça s'appelle de l'investissement public. Et comme on n'en veut pas, comme on veut, comme l'objectif absolu, c'est de permettre la concurrence, on laisse tout comme ça, rien n'est organisé et on ne tient pas les trajectoires. D'un point de vue de la sobriété énergétique, là aussi, il y a une forme d'échec, puisque finalement... le déficit qu'on pourrait connaître est aussi lié à une consommation qui pourrait être diminuée. Oui. Pourquoi ce chantier n'avance pas ? Bon, alors je pense qu'il y a eu une prise de conscience relativement récente de la nécessité absolue de baisser la consommation. Enfin, je dis récente, c'était quand même déjà dans la loi depuis 2015, mais... C'est relativement récent. Et puis au passage, il faut baisser notre consommation d'énergie, mais au-delà, il faut baisser nos consommations de toutes les matières. Enfin, la sobriété, ça ne concerne pas que l'énergie. Il faut utiliser moins de matériaux, moins de terres rares, moins d'eau, probablement, moins de tout. Mais j'espère que la prise de conscience progresse. Le gouvernement a sorti un plan de sobriété, mais c'est absolument pas à la hauteur. Et pourquoi c'est pas à la hauteur ? Une nouvelle fois, parce que la sobriété, ça s'organise, ça se planifie et ça demande des investissements importants. Or, le gouvernement, sa conception de la sobriété, la ministre l'a dit, c'est la chasse au gaspillage. Voilà, les petits gestes, bon, c'est important, hein, bien sûr, de baisser son chauffage, de faire des efforts, etc. Mais on sait que ça ne suffit pas, et de très loin. Il y a eu une étude faite par l'Institut Carbone 4 qui dit, même si tout le monde avait un comportement absolument héroïque, ce qui évidemment est quand même
un rêve, on aurait résolu un quart du problème. Donc faire de la sobriété, c'est, donc encore une fois, isoler les maisons, les logements, on sait le faire, c'est pas bloquant, sauf que si on laisse les gens aux prises avec des mécanismes ultra compliqués, si les gens doivent avancer eux-mêmes l'argent, voire payer, prendre un risque, s'ils doivent faire face à un tissu industriel qui est extrêmement éclaté, avec des malfaçons quand même assez nombreuses parce que rien n'est réglementé, ça n'avance pas. Donc ça fait des années et des années qu'on rate nos cibles de très loin là-dessus, que même les spécialistes du secteur disent, même l'argent qu'on met, c'est presque de l'argent jeté par les fenêtres parce que la qualité n'est pas au rendez-vous et donc on ne change même pas d'étiquette, vous savez, d'étiquette de logement. Donc ça veut dire que on ne fait pas ce qu'il faut. Parce que, à nouveau, c'est pas organisé. Si vous voulez, il y aurait quand même un moyen simple, c'est de dire les investissements dans la transition, dans l'isolation notamment, c'est toujours rentable à long terme. Donc l'État pourrait dire, je prends en charge et je me rembourse sur la différence de facture, par exemple. Ça serait possible. Et là, on pourrait effectivement commencer par les passoires énergétiques et puis y aller, et puis mettre en œuvre une filière en qualifiant les artisans, avec une agence publique qui prenne en charge les choses pour les personnes, au lieu de les laisser face à un secteur qu'ils ne connaissent pas, qui qualifie, qui suivent le chantier et puis qui réceptionnent. Là, on arrivera à quelque chose. Mais ce n'est pas du tout ça qui est fait. Donc, on est là à regarder les trains passer sans qu'il ne se passe rien. Je peux prendre d'autres exemples. Hein. En fait, à chaque fois, on essaie de dire que les gens ne sont pas prêts à... Je pense que tout le monde est prêt à faire un effort collectif pour éviter le mur qui est en face de nous, le mur de la crise énergétique et plus globalement de la crise environnementale. Mais si on dit aux gens, faites un petit geste, et qu'en même temps, ils voient qu'il n'y a aucun effort fait sur par exemple, pour remplacer, pour développer le train face à l'avion, il n'y a pas du tout assez d'investissement dans le train, par exemple, on le sait. Et encore récemment, le dernier contrat SNCF-État, il manque énormément d'argent. Et donc, tous les domaines, si vous voulez, rien n'est pris en charge, on laisse faire le marché. Alors j'ai l'impression que cette crise énergétique qui va peut-être montrer ses développements les plus inquiétants, comme les autres crises structurelles qu'on connaît, la crise sanitaire, la crise d'éducation, là encore, on a affaire à une question de volonté politique et aussi, quelque part, à un dogme du marché qui empêche la mise en œuvre de solutions simples, mais de solutions simples pilotées par l'État et non pas au profit d'un certain nombre de structures de marché. Structures compliquées, oui. Bon, encore une fois, on est quand même face à une situation pour cet hiver qui est assez particulière, qui va probablement avoir des répercussions encore, ce que dit RTE, sur les hivers qui viennent, qui est, bon, je ne peux pas non plus dire qu'on pouvait anticiper le fait qu'il y ait ce problème de corrosion sous contrainte, etc. Mais voilà, mais c'est vrai que voir que face à ça, en fait, on n'a pas, par exemple, tu as dit, on a des plans du gouvernement, sauf qu'on ne sait pas exactement comment on a choisi les sites qui allaient être délestés. Ça va être un délestage tournant. Est-ce qu'on a été au bout de ce qu'on pouvait faire pour cibler des usages qui ne seraient pas essentiels pour les arrêter en priorité ? J'ai l'impression que non. Les usages non essentiels, c'est-à-dire je sais que j'ai un collègue qui citait, par exemple, les stations de ski ou les éclairages, la publicité. On a dit qu'on allait les arrêter entre 13h et 18h, je crois, mais bon, c'est peut-être qu'il faut les arrêter tout le temps. Enfin, il y a tout un tas d'usages. Des panneaux d'éclairage publicitaire. Des panneaux d'éclairage publicitaire. Même dans les entreprises, il y a peut-être des entreprises qu'on peut arrêter en priorité, comme on l'a fait au moment du Covid. Voilà, qu'on peut arrêter en priorité, on les ferme, on indemnisera en fonction de ce que ça a coûté, plutôt que de faire des coupures un peu tous azimuts qui semblent poser des problèmes. Bon, après, je ne veux pas non plus être donneuse de leçons. Franchement, on est dans une situation compliquée. Et puis quand j'entends, par exemple, qu'il y a un problème majeur sur la téléphonie, parce que les antennes ne sont pas secourues, et donc on risque de ne pas pouvoir appeler les urgences si elles sont coupées, je me dis, il y a peut-être quand même quelque chose qui un problème d'identification des priorités, en réalité. Oui, alors mais j'ai l'impression que en fait, les antennes se sont développées partout, parce qu'il y a aussi de nombreux opérateurs dans la téléphonie, et plutôt que de dire, on organise les antennes pour en avoir le moins possible et on les identifie et on a un réseau secouru sur ces antennes. Apparemment, on découvre que ce n'est pas le cas et que donc, s'il y a une coupure, on ne pourra plus joindre les secours. Enfin, en tout cas, on a un gros doute. Or, les coupures, là, c'est vrai que c'est jamais arrivé, ce type de coupure, ou en tout cas pas de mémoire. En 1978, je crois qu'il y a eu un gros blackout. Voilà. Puis il y a eu des blackouts il y a eu des coupures plus ciblées plus récemment, en 2003-2004, parce qu'il y avait eu un problème sur une ligne, un bateau qui avait pris une ligne, je crois, en Allemagne. Mais bon, c'est vrai que c'est rarissime.
donc des coupures qui sont liées au fait qu'on n'a pas assez de production par rapport à la consommation. Par contre, ce qui est régulier, c'est des coupures qui sont liées au fait qu'il y a des incidents sur le réseau. Typiquement, il y a un orage, un arbre qui tombe sur une ligne et il y a une coupure. Et donc ça arrive très régulièrement. C'est en moyenne, chacun en moyenne est coupé 1 heure par an à cause de ça. Alors, moins à Paris, plus dans d'autres endroits qui sont plus exposés aux conditions météo difficiles. Mais donc ça arrive, les coupures. Alors, si les coupures arrivent, comme c'est le cas, et que maintenant on découvre que quand il y a une coupure, on ne peut plus appeler les urgences, ça veut dire qu'il y a peut-être quelque chose à faire quand même là-dessus. Donc je pense qu'il faut tirer un peu tirer les leçons de ça et aller vers une société qui soit plus résiliente aux coupures électriques. En fait, on a l'impression d'avoir une société qui est... On a l'impression à première vue qu'elle est sophistiquée, mais en réalité, elle est prise dans un certain nombre de nœuds de contraintes tels qu'il faut que tout se passe absolument bien pour que... Oui. Enfin, on a d'un côté, tout se passe absolument bien, et de l'autre, rien ne fonctionne, parce qu'on va vers une sorte de complexification. Oui. Oui, c'est ça. Alors après, encore une fois, le système électrique par nature, c'est quand même quelque chose de très compliqué. Mais sachant ça... Franchement, aller rajouter des couches de complexité en créant une multitude de fournisseurs, une multitude de producteurs qui s'échangent leur électricité sur des marchés où plus personne ne comprend rien et où ça a quand même des impacts aussi sur la maîtrise du système, ça ne me semble pas être la chose la plus maligne qui soit. Donc, sur les coupures, ça peut entraîner des déséquilibres et surtout sur les factures, on a vu ce qui s'est passé. Et du coup, les factures... ça va conduire à des coupures. Alors ça se verra moins parce que ça sera plus ciblé sur les personnes qui ont moins de ressources, mais ça sera plus grave, quoi. Et encore une fois, ça a déjà lieu. Ça a déjà lieu pour les personnes précaires en précarité énergétique. C'est quand même plus de 12 millions de personnes en France. Mais même sur les entreprises, je vous dis, sur l'industrie, des baisses de charges, des fermetures partielles à cause d'un problème de facture, alors qu'il n'y avait pas jusque-là de problème de disponibilité de l'énergie. Il faut peut-être quand même se poser des questions aussi. Je ne sais pas si vous en avez parlé, mais toutes les villes qui se retrouvent avec des factures dont elles ne peuvent pas payer parce que ça a été multiplié par 4, par 5, sans rapport avec l'augmentation des coûts de l'électricité. Elles ont fermé certaines des piscines, certaines elles vont baisser la température dans tel service public, certaines probablement elles vont être obligées de rogner sur les services publics de proximité, peut-être moins d'accueil périscolaire, etc. Ça me semble quand même vraiment grave. J'entendais quelqu'un qui travaille à l'université, alors je crois que c'était à Bordeaux, qui disent eux ils vont fermer l'université pendant 15 jours. Donc voilà, c'est pas de la coupure physique, mais c'est un problème de facture qui est lié à cette organisation de marché et qui conduit à des choses plutôt plus graves que ce qu'on va voir là. Alors, en juin dernier, Emmanuel Macron disait, je le cite, « Je veux vous rassurer, il n'y a aucun risque de coupure parce que quand il y a des besoins, on s'approvisionne sur le marché européen. » Et là, badaboum, est-ce qu'on peut dire que le président nous a menti de bonne foi? Pourquoi le marché européen ne nous sauve pas des coupures éventuelles à venir? Alors ça, moi, j'essaye de dire depuis longtemps qu'il faut arrêter de mentir sur ce mélange entre marché et interconnexion avec le réseau européen. Mais à chaque fois, Macron et la ministre répètent « Attention, si on sort des marchés, on ne pourra plus compter sur la solidarité européenne et tout va s'effondrer ». Ce qui est faux. Il y a deux choses qu'il faut vraiment distinguer. On est interconnecté physiquement, on a des lignes d'interconnexion avec nos voisins et on s'en sert et on s'en est toujours servi avant même l'ouverture des marchés. Et c'est important, c'est-à-dire qu'en période, nous, on consomme particulièrement beaucoup en hiver parce qu'on a beaucoup de chauffage électrique. Et donc, ça fait très longtemps qu'on importe à la pointe, ce qu'on appelle à la pointe d'hiver, c'est-à-dire en général les jours de semaine, le soir, quand il fait froid, on importe de l'électricité de nos voisins, en particulier de l'Allemagne. Par contre, en été, quand on a, nous, notre nucléaire et qu'on ne consomme pas beaucoup, on exporte notre nucléaire. Donc ça... Oui, bien sûr, il faut compter sur les interconnexions et on va compter dessus, mais ça risque de pas suffire. Évidemment, c'est un des leviers qui nous permet normalement d'éviter les coupures en temps normal. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut rester dans ce système de marché avec une concurrence qui met le bazar dans le système. Au-delà de la concurrence, il y a une sorte de foi religieuse. Il n'y a aucun risque de coupure parce qu'on est dans le marché européen. Et ça, déjà, là, les faits contredisent cette assertion, mais c'est là peut-être qu'on entre dans quelque chose qui est irrationnel.
Je dirais, on a d'autant moins de risques. Bon, ça, c'est vrai que c'est faux de dire on n'a pas de risque de coupure parce qu'on est dans le marché. D'ailleurs, on le voit. Et la ministre avait, je crois, dit mais il y a peu de temps que toutes les centrales nucléaires seraient en état en janvier, ce qui était faux. EDF déjà ne disait pas ça. Donc ça les gêne pas disons, de tordre la réalité pour être gentil. Après, ce qui est vrai, c'est que plus on a un réseau qui est important, plus on a de la coopération, on a de la mutualisation, moins on risque les pannes. Et ça, c'est pas le marché, ça, c'est l'interconnexion physique des réseaux. Mais ça peut quand même arriver. Et là, on est dans une situation où ça risque d'arriver parce que d'abord, les interconnexions, donc les câbles qui nous relient à nos voisins, elles ont une limite physique. Et donc, on peut, au bout d'un moment, c'est saturé, c'est congestionné, comme on dit. Parce que nos voisins eux-mêmes peuvent avoir des difficultés, en particulier leur approvisionnement en gaz. Bon, pour l'instant, les stocks sont pleins, mais en fin d'hiver, qu'est-ce qui va se passer ? Et peut-être qu'ils vont pas pouvoir nous exporter tout ce dont on aurait besoin. Et donc, malgré cette interconnexion, c'est faux de dire qu'on ne risque pas des coupures. La preuve. Mais c'est vrai que c'est une première quand même. Alors, je vais citer Jérôme Fourquet de l'Institut de sondage IFOP qui a dit au Monde les propos suivants, et je le cite donc, « Le Covid avait créé une blessure d'orgueil national. Le pays de Pasteur n'a pas trouvé de vaccin. Dans notre imaginaire collectif, EDF est un fleuron. Des coupures massives participeraient de l'idée de décrochage de la France. » Donc alors, est-ce que EDF est encore un fleuron aujourd'hui, en Europe, dans le monde? C'est encore une grande entreprise qui produit de l'électricité avec une qualité plutôt bonne, même si ça se dégrade depuis longtemps. Alors, il y a plein de problèmes qui se posent. Je pense qu'elle a une stratégie à l'international qui est très douteuse. Elle a une stratégie de sous-traitance qui est très critiquable. Elle a changé complètement ses objectifs. Moi, je l'ai vécu quand on était quand on est passé en concurrence, plus exactement, on nous a dit, répété, maintenant il faut faire de la valeur pour l'entreprise. Donc l'objectif de service public passe en deuxième par rapport aux objectifs financiers. EDF a des problèmes financiers aussi parce donc il y a une concurrence face à elle. On lui a imposé de vendre à ses concurrents l'électricité pas chère. Enfin, il y a tout un tas de phénomènes qui font qu'elle est à son détriment. Bon, après, est-ce que donc c'est encore une grande entreprise, mais c'est vrai que ça a été abîmé clairement par la privatisation. Après, encore une grande entreprise pour longtemps? Alors, vous savez, elle vient d'être nationalisée. Il y a des grosses craintes que ça soit une première étape pour la découper en morceaux. Ce qu'on appelait le projet Hercule avant. Alors, le gouvernement dit non, le projet Hercule est tombé, mais enfin, probablement qu'il l'a renommé dans un autre nom. Mais moi, je milite pour qu'on dise, bon, maintenant, on a vécu, alors on a cette crise où il y a des risques de coupure, mais on a depuis 1 an et demi une crise majeure sur les factures d'énergie et notamment d'électricité qui entraîne plein de problèmes sociaux, économiques, ça alimente l'inflation aussi. Tout le monde voit que ça ne fonctionne pas, le système qui a été mis en place. L'ouverture des marchés, ça fait 20 ans que ça dure, c'est un échec complet. C'est un échec depuis le début, mais maintenant, ça s'effondre sous nos yeux. Il faut absolument se saisir de cette opportunité pour enfin en sortir et enfin reconstruire un service public. On voit que c'est un système fragile, c'est un système qui a besoin de planification, d'organisation. On a besoin de définir collectivement quels sont les usages prioritaires, quels sont ceux qui ne sont pas. On a besoin de définir qu'est-ce qu'on fait comme choix énergétique. On a besoin d'investir de manière publique. On a besoin d'une péréquation aussi, tout le monde l'oublie. Mais avant, c'était quand même important que chacun ait accès à l'électricité dans les mêmes conditions. Ça veut dire... Alors, il y avait péréquation. Il y avait derrière la notion de péréquation géographique où chaque zone, y compris l'outre-mer, payait pareil. Mais ça va au-delà de ça, c'est-à-dire que tout le monde payait pareil, à profil de consommation comparable. Maintenant, c'est en fonction de comment on a négocié avec son fournisseur. Et ce que pousse le gouvernement, c'est on va développer ce qu'ils appellent des PPA, des Power Purchase Agreement, donc des contrats long terme entre producteurs et consommateurs. Et tout le monde trouve ça très bien. Mais ce qu'il y a derrière, ça veut dire que les consommateurs qui auront contractualisé avec des centrales pas chères, tant mieux pour eux. Et puis les autres, ils auront contractualisé avec des centrales plus chères. Et ceux-là, ils paieront plus. Enfin, faut quand même qu'on se demande si oui ou non on tient à la péréquation tarifaire. Si oui, il n'y a pas 50 solutions. Il faut revenir à une grille tarifaire qui est la même pour tous. Et il faut sortir de ce système. Et là, il y a un débat qui s'ouvre dans le cadre de l'Union européenne au premier trimestre 2023 pour essayer de réformer en profondeur ce marché. Parce que, encore une fois, tout le monde voit que ça s'effondre. La France a envoyé un
position paper, comme ils disent, que personne n'a vu, mais dont on sait que c'est voilà, on est en train de développer ces contrats où chacun va payer quelque chose de différent. Aucun débat là-dessus, aucun débat à l'Assemblée, nulle part, aucun débat parmi nous. C'est quand même, on voit bien l'importance de l'électricité dans l'économie, dans la vie des gens, etc. Et on voit aussi, l'énergie, c'est quand même au fondement de la transition énergétique et de la transition écologique qu'on veut, qu'on appelle de nos voeux. La péréquation financière, on pourrait la désigner par un mot de notre devise, c'est-à-dire l'égalité républicaine. Exactement. Peut-être que c'est l'énergie, devenu c'est un vieillot. bien commun. Oui, absolument. C'est une belle idée qu'il faudrait remettre au goût du jour. Alors, on évoque deux réalités, le délestage et le blackout. C'est quoi la différence ? Le blackout, c'est quand tout le système s'effondre, il y a un défaut quelque part, parce qu'en fait, l'électricité... Le système national, alors ça peut même aller à l'échelle européenne, hein, sur tout le réseau interconnecté, c'est-à-dire l'électricité, c'est une onde qui circule presque à la vitesse de la lumière, qui doit avoir une fréquence qui est maintenue dans des normes. S'il commence à y avoir un problème, par exemple, si on commence à manquer de production, la fréquence diminue, et dès qu'elle sort un peu, tout s'effondre partout. C'est le blackout, donc c'est ça qu'on appelle blackout. Alors, les gestionnaires de réseau ont des moyens pour au moins circonscrire le blackout, c'est-à-dire qu'ils coupent en fait des bouts pour essayer de rétablir. Il y aura des bouts coupés, mais pas l'ensemble. Et le délestage, c'est quelque chose qui est organisé à l'avance, c'est-à-dire qu'on prévoit qu'on va manquer de production par rapport à la consommation, et donc on organise des coupures ciblées. Donc c'est ça la différence. Donc c'est ciblé, c'est limité, mais surtout on le sait à l'avance, quoi. Donc on peut prendre ses dispositions. On parle de scénario, justement en cas de délestage. J'ai l'impression que même d'un point de vue des familles, on aurait peut-être besoin de construire des scénarios de délestage, parce que dans les pays du Sud, les gens savent comment faire face à un délestage, mais techniquement, j'ai l'impression qu'on serait tous paniqués s'il y avait 2 heures, 3 heures d'électricité qui est coupée, parce que notre système électrique, la manière dont nous nous nourrissons, dont nous nous chauffons, dont nous faisons la lessive, la vaisselle, tout est connecté quelque part à l'exigence d'un approvisionnement en électricité. Oui, mais bon, je pense qu'il faut... Moi, je pense qu'il ne faut pas dramatiser non plus, encore une fois, la coupure électrique. C'est pour ça que il faut savoir comment faire en cas de coupure. Oui, il faut savoir comment... je pense que quand même, la plupart des gens savent ce qui se passe quand les plombs sautent, quoi. Je le dis à l'ancienne, mais encore une fois, il y a quand même des coupures, régulièrement des coupures sur les réseaux qui sont liées, encore une fois, à des incidents techniques sur le réseau. Donc, il faut des lampes torches dans les maisons. Il faut en tout cas, faut déconnecter les usages qui ne sont pas essentiels. Il faut éteindre tous les télés, etc. Alors, il y en a qui disaient, évidemment, il ne faut pas faire la pyrolyse du four à ce moment-là. Il faut peut-être décaler un peu l'heure du repas. Il faut peut-être tous se mettre dans une pièce et baisser le chauffage ailleurs. Mais je pense que les gens trouveront ça. Alors, c'est vrai qu'il y a peut-être besoin plus d'un accompagnement, mais je pense que ça peut s'organiser. Après, on pourrait voir aussi les choses différemment. Encore une fois, on pourrait dire... Alors, juste, je reviens. Il y a quand même des gens pour lesquels... qui ont vraiment besoin d'électricité, c'est ceux, par exemple, les gens qui sont sous respirateur artificiel, sous respirateur et qui ont besoin d'oxygène et qui ont besoin d'électricité. Mais ceux-là, ils sont repérés. Normalement, il y a un accompagnement particulier qui est fait, ils sont prévenus à l'avance et ils savent quoi faire, heureusement, quoi. Après, pour les autres, oui, c'est ça, c'est ce genre de choses, essayer de déconnecter tout ce qui n'est pas essentiel. Bon, après, on peut avoir une autre façon de voir les choses, c'est-à-dire qu'on aurait pu s'organiser en demandant quels sont les usages qui ne sont pas essentiels. Est-ce qu'on ne fait pas comme pendant le Covid, c'est-à-dire qu'on dit ces jours de fermeture, on ferme toutes les entreprises qui ne sont pas essentielles ces jours-là, sachant que ça sera quand même très peu de jours et même certaines heures pour éviter les problèmes dans les transports, etc. Et puis on s'organise comme ça, quoi. Mais ce n'est pas le choix qui a été fait. Alors, on nous annonce 2 réalités qui vont se chevaucher, des coupures d'électricité d'une part et des augmentations des factures d'électricité pour les particuliers d'autre part. On ne sait pas exactement dans quelle proportion, en tout cas c'est pas très clair. Est-ce que tu as une idée de la mesure de ces augmentations et aussi des augmentations des TPE qui, elles, les TPE, c'est-à-dire les toutes petites entreprises, elles sont déjà là. Le boulanger, boucher du coin, il a déjà ces augmentations. Oui, et encore une fois, même les grandes entreprises, ça pose problème, et les villes aussi. En fait, ce qui a été mis en place, c'est ce qu'on appelle alors il y a un empilement de mesures en fait assez hétérogène et qui à chaque fois
sont insuffisantes. Mais bon, la grosse mesure qui était déjà là pour l'électricité en 2021 et qui est reconduite en 2022, c'est le bouclier tarifaire qui concerne les gens qui sont éligibles aux tarifs réglementés de vente. Donc, qui ont encore possibilité d'aller vers un tarif réglementé. Et donc, c'est qui? C'est les plus petits consommateurs. Donc, c'est-à-dire tous les particuliers, tous les ménages, plus les toutes petites entreprises, plus les petites collectivités. Donc, ceux-là, on leur a bloqué l'année dernière à 4% l'augmentation, et cette année, c'est à 15%. Donc, avec le budget de l'État, hein, sachant que sinon, ça aurait été largement au-delà. Et pour toutes les autres entreprises, mais parce que c'est vraiment les toutes petites entreprises, hein, les TPE, c'est moins de 10 salariés et je crois 2 millions de chiffre d'affaires. Il y a un autre bouclier tarifaire qui a été ajouté, mais alors celui-là, il me semble complètement délirant, c'est-à-dire qu'on dit que l'État prendra la moitié de la facture au-delà de 345 € du mégawattheure. Alors ça parle peut-être pas, mais 345 €, en temps normal, c'était plutôt 50 à 60 € du mégawattheure. Et en tout cas, aujourd'hui, ça coûte moins de 100 € le mégawattheure. Donc on est déjà dans des factures très élevées. Et puis, il y aura des aides ponctuelles avec des guichets, donc des choses extrêmement compliquées qui ne suffisent pas. Et effectivement, on voit sans arrêt des témoignages d'entreprises. Alors, on a eu les boulangers, puis les bouchers, il y a eu des producteurs d'endives, bon, toutes les petites entreprises qui ont beaucoup de mal. Et encore une fois, les grandes entreprises aussi, hein, mais la différence, excuse-moi de te couper, mais la différence entre les petites entreprises et les grandes entreprises, c'est-à-dire que à côté de mon boulanger, il y a un supermarché. Si le boulanger il limite sa production de pain, on va aller acheter du pain au supermarché parce que la grande entreprise a des relations avec les banques, elle a un certain nombre de facilités, elle a le temps de voir venir jusqu'à ce que l'État paye des compensations. Et globalement, si on y prend garde, on va encore affaiblir les artisans et les petits commerçants qui sont déjà dans la difficulté. Non, mais c'est sûr qu'il faut avoir une attention très particulière aux artisans. Ça, je ne dis pas du tout le contraire. Mais il ne faut pas non plus mettre sous silence le fait que des industries, par exemple, qui sont en concurrence internationale, peuvent, et c'est ce qui se passe en fait, n'arrivent plus à couvrir leurs coûts parce que pour certaines, ça représente beaucoup dans leur facture. Et donc, le risque derrière, c'est des délocalisations. Et c'est du chômage. Déjà. Voilà, c'est ça. Enfin, c'est aussi, ça va toucher tout le monde aussi. On a intérêt, pour faire face à la crise climatique, un des leviers, c'est de relocaliser nos productions. Et donc là, on est en train de faire l'inverse. Là, les délocalisations, c'est surtout vers les États-Unis, effectivement. Y a-t-il, à ton avis, une sorte de seuil psychologique avant la grande colère, c'est-à-dire augmentation des factures, problème de coupure, et puis d'autres problèmes, parce qu'effectivement, l'augmentation des factures alimente l'inflation, comme tu l'avais dit. Est-ce que on sait, disons, modéliser quelque part le risque politique, quelque part, le risque politique que constitue cette crise énergétique? Si on le savait, moi je suis syndicaliste, on prendrait tout de suite. Non, c'est toujours une conjonction de choses. Je pense que personne n'avait vu venir les gilets jaunes et on voit rarement venir les mouvements. Mais ce qui est sûr, c'est que là, on est dans une période où il y aurait vraiment de quoi être très en colère. Et je pense que les gens sont très en colère. Parce que, effectivement, les factures augmentent, les salaires n'ont absolument pas suivi l'inflation. On sait que la pauvreté augmente. Il y a de plus en plus, quand on entend ce que disent les Restos du Cœur ou le Secours populaire ou autres, ils disent qu'il y a de plus en plus de personnes qui viennent prendre les repas, qui n'ont plus vraiment le minimum vital. Je te dis, les villes, c'est quand même un vrai problème aussi. Quand les villes n'ont plus les moyens d'assurer les services publics de proximité, quand les facs n'ont plus les moyens de payer leurs factures, donc vont refuser des étudiants parce que leur seul levier, c'est d'avoir moins de profs et donc moins d'étudiants, et donc Parcoursup, les jeunes vont se retrouver encore plus sur le carreau. En fait, il y a tout un tas de problèmes. Les villes n'ont plus de quoi investir. Donc les investissements dans la transition énergétique pour isoler les bâtiments, c'est pareil, c'est un coup d'arrêt, alors qu'on sait que c'est une priorité. Donc, je pense que là, alors, s'ajoute à ça quand même en ce moment le fameux projet de loi sur les retraites. C'est quand même absolument invraisemblable, quoi. Le projet de loi sur les retraites où on nous dit... Un sens des priorités assez particulier. Un sens des priorités. Écoutez, travaillez plus pour produire plus, parce que c'est sûr, c'est ça qu'il faut, produire n'importe quoi, absolument plus. C'est juste délirant, alors qu'on sait qu'il faut au contraire partir des besoins et se demander ce qu'il faut produire et plutôt aller faire attention à ne pas produire. Et puis surtout, sur cette histoire de retraite, on n'a pas assez de travail pour tout le monde aujourd'hui. On n'est pas dans une situation de plein emploi. Donc, on va demander aux gens de travailler plus longtemps. Et pendant ce temps-là, ça va immédiatement se reporter sur le chômage.
Donc et on va punir les chômeurs. Et on va punir les chômeurs, exactement, parce que eux, voilà, c'est qu'ils n'auront pas fait assez d'efforts, qu'ils n'auront pas traversé la rue, ils n'ont qu'à prendre n'importe quel boulot, puisqu'il n'y a pas assez... regardez, on trouve pas de conducteurs, puis quand on regarde comment ça se fait qu'ils ne trouvent pas de conducteurs de car, on s'aperçoit qu'ils sont payés 450 € par mois, donc oui, effectivement, on n'en trouve pas. Mais c'est vrai qu'on a l'impression comme tu dis, je ne sais pas si c'est un sens des priorités, ou une déconnexion complète de la réalité, ou une idéologie telle qu'on va jusqu'au bout, quoi qu'il en coûte. Et moi, je vis ça vraiment sur l'électricité. Sur le papier, on peut démontrer que ça ne peut pas fonctionner, ce système de concurrence, et qu'il faut arrêter d'essayer de bidouiller des choses comme on fait depuis des années, et maintenant depuis 1 an et demi, qui n'arrivent à rien, qui n'arrivent qu'à des factures qui continuent à exploser. Il y a une solution simple qui s'appelle le retour à un secteur public. Ça ne remet pas en cause les textes européens, on peut continuer à être dans le marché européen, etc. Mais nous, en France, on aurait un acteur public, des tarifs publics, et ça réglerait le problème. Eh bien non, c'est pas possible. Rien n'est possible, parce que l'Europe nous dit que non, parce que si, parce que ça. Et donc, aucun débat démocratique, et ça retombe toujours sur les mêmes. Et en plus, par rapport à la transition écologique qui devient impérative chaque jour davantage, on ne prend absolument pas la mesure de ce qu'il faudrait faire. Merci Anne, en tout cas, pour cet éclairage. Je rappelle que le média ne vit que des abonnements et des dons de celles et ceux qui l'aiment. En ce début de mois de décembre, nous entamons la phase la plus décisive de notre campagne de dons de fin d'année. C'est de la réussite de cette campagne de financement que dépend notre pérennité. Nous devons réunir 200 000 € d'ici la fin du mois. Nous sommes déjà à un peu plus de 80 000 €. Merci beaucoup. Continuons dans l'effort. Sauvons le média. Renforçons les médias indépendants.